Thank you. We're waiting for one of the speakers. Nous attendons encore un de nos orateurs. En attendant, bienvenue à cette session consacrée au revenu de base universel. Nous avons discuté de l'intitulé de la session. Est-ce que nous devrions parler du revenu de base universel ou de revenu de base? Nous sommes arrêtés sur le revenu de base universel. Alors, on parle souvent de cette idée comme d'une utopie, mais c'est une idée qui n'est pas nouvelle, qui ne s'est jamais concrétisée jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une idée qui prend de plus en plus de pertinence avec ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, avec l'augmentation du chômage, la précarité sociale. Bienvenue à Guy Standing, qui a écrit un excellent ouvrage qui vient juste d'être publié, qui porte justement sur le revenu de base universel. Alors, notre débat s'inscrit dans la conjoncture. Aujourd'hui, c'est un débat qui est arrivé à l'ordre du jour dans les années 60 et qui a un petit peu repris d'actualité récemment. Alors, Guy Standing, qui nous rejoint, a écrit l'ouvrage que je viens d'évoquer. Il a également écrit un autre ouvrage, un best-seller sur le précariat, une nouvelle classe sociale. Il est également fondateur et coprésident du Réseau mondial pour un revenu de base, le BIEN. C'est lui qui va lancer la discussion. Nous avons ensuite un représentant des entrepreneurs, puisque quelques entrepreneurs de la Silicon Valley, notamment Mark Zuckerberg, parlent de cette solution de revenu de base universel. Thijs Sondergaard, qui est fondateur d'une société basée au Danemark, Vivino, va également prendre la parole en deuxième. Ensuite, le revenu de base universel. On en parle en Europe de façon non partisane. Nous allons voir ce qu'en pense Bill Spriggs, qui était économiste en chef à l'AFL-CIO, à la Confédération syndicale américaine, qui est assez critique. Il a un regard assez critique de la philosophie même du revenu de base universel. Et nous allons également entendre Ken Shivy, professeur de sciences politiques, qui va parler des nouvelles coalitions politiques qui peuvent se concrétiser autour du revenu de base universel. Et ensuite, nous parlerons de l'expérience finlandaise du revenu de base universel avec Marjukka Turunen, qui est directrice de la gestion du changement chez Kela, Institut d'assurance sociale. Je suis Alain Janet, je suis journaliste suisse. Comme vous le savez, les Suisses ont voté sur l'introduction d'un revenu de base universel l'année dernière. Le référendum a vu un rejet de cette proposition à 76% des voix, mais le débat est tout de même devenu assez vif. Bon, c'est vrai qu'en Suisse, le taux de chômage est encore relativement faible et nous avons une approche du travail qui est très solidement ancré dans la tradition. Je vais commencer donc par me tourner vers Guy Standing. Alors d'après vous, quelles sont les principales raisons et les principaux arguments pour la mise en place d'un revenu de base universel? Alors, simple logistique, vous avez Wisely, vous avez ce système, cette appli. Vous pouvez poser des questions sur Wisely ou envoyer vos commentaires. Donc, merci de le faire. Peut-être que nous aurons le temps à la fin de la session de répondre à une ou deux questions. N'hésitez pas en tout cas à participer à cette discussion et à cette réflexion par le biais de Wisely. Merci, merci beaucoup. Je pense que quelqu'un qui est contre le revenu de base universel doit être en cause pour mon trajet depuis l'aéroport. J'ai eu un accident avec mon taxi, donc je suis désolée d'avoir
pris du retard. Je travaille sur le revenu de base depuis 30 ans. Nous avons créé le réseau européen pour le revenu de base, qui est ensuite devenu le revenu mondial, le réseau mondial pour un revenu de base. Et nous y travaillons donc depuis une trentaine d'années. Et depuis 2 ans, nous nous sommes rendus compte que plusieurs milliers de personnes dans le monde entier ont rejoint notre réseau. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a cette convergence aujourd'hui pour faire du revenu de base universel un débat politique très actuel et très sexy. Alors, moi, j'ai une certaine expérience de cette question. On m'a souvent taxé de dangereux et maintenant, on m'ouvre les portes des débats formels et des publics éminents. Eh bien, c'est vraiment un virage à 180 degrés pour moi. L'ouvrage que vous venez d'évoquer, pour moi, était l'occasion de rassembler 35 ans de recherches qui ont été effectuées sur le revenu de base universel. Ceux qui disent qu'il y a peu d'études qui ont été faites sur les moyens de financer le revenu de base universel, sur les conséquences sur le marché du travail et le monde du travail, ceux qui disent qu'il y a eu peu de recherches de fait sont complètement dans le mensonge, parce qu'il y a eu beaucoup de recherches très approfondies. Et pour répondre à la question que vous avez posée, je dirais très rapidement qu'il y a plusieurs raisons, plusieurs arguments pour se rapprocher d'un revenu de base universel. Je parle simplement de se rapprocher d'un système dans lequel il existerait un revenu qui serait payé à tous. Alors, un revenu de base, par définition, c'est un montant modeste, payé en espèces, à tous les individus sans aucune condition liée au comportement des personnes, ce qui n'a absolument rien à voir avec les structures qui ont été mises en place dans les pays de l'OCDE. Le revenu de base universel, pour moi, le premier argument, c'est que c'est une question de justice sociale. La richesse et les revenus de nous tous dans cette salle sont bien plus dérivés du travail des générations passées que de notre propre travail. Donc, se rapprocher d'un revenu de base universel, en quelque sorte, c'est mieux redistribuer les dividendes sociaux de la richesse sociale de notre société. Après, on peut parler du revenu de base universel qui serait financé par une taxe carbone. Mais ce fondement de justice sociale qui date de Thomas Paine, qui date de la Charte des forêts, adoptée il y a 800 ans, eh bien, la philosophie même de la justice sociale, pour moi, c'est vraiment le cœur du débat. Ensuite, la deuxième justification, c'est que le revenu de base universel permettrait de renforcer la liberté individuelle, sociale et collective. Alors, pas dans le sens du libertarisme, mais dans le sens républicain. La liberté de refuser une relation d'oppression, la liberté de refuser d'être exploité, la liberté de refuser les inégalités sociales et d'être tous sur un pied d'égalité. Et pour moi, c'est essentiel. La liberté, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu avec les expériences pilotes en Inde et en Afrique. Les individus qui disposaient d'un revenu de base universel avaient le pouvoir de refuser l'oppression culturelle, surtout les femmes. Ils pouvaient refuser les propriétaires terriens qui les exploitaient. Ils pouvaient dire oui à différentes formes de travail auxquels ils n'avaient pas accès autrement. Et le troisième argument pour un revenu de base universel, c'est que c'est la seule politique sociale qui existe aujourd'hui qui permettrait de constituer une sécurité de base pour tous les individus. Parce que ce qu'on connaît dans notre société aujourd'hui, c'est une crise de la sécurité. Et la sécurité de base, les psychologues l'ont montré, est une précondition à une santé mentale, à la stabilité mentale, à la capacité de se projeter dans l'avenir et de faire des décisions raisonnables. Si vous avez des allocations qui sont sous conditions de ressources, de travail, d'activité, c'est ce qui existe depuis plus de 30 ans dans tous les pays présents dans la salle, eh bien, il est temps de... Eh bien, ce que ça fait, c'est l'inverse. On crée de l'insécurité. On crée des chaînes, on restreint la liberté et vous n'avez pas de justice sociale. Et dernier argument, et je m'arrêterai là,
Pourquoi est-ce qu'on m'invite maintenant? Pourquoi est-ce que des dirigeants d'entreprise m'invitent? Pourquoi est-ce qu'on m'invite à Davos? Pourquoi est-ce qu'on m'invite au groupe Bilderberg pour parler du revenu de base universel? Bon, moi, je ne circule pas dans ces cercles. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Eh bien, parce qu'il y a ce phénomène Donald Trump, le phénomène du Brexit. Et aujourd'hui, les gens polis commencent à avoir peur, et ils ont raison d'avoir peur. Ils ont peur du populisme et du néofascisme. Et si nous ne réduisons pas les inégalités et si nous ne réduisons pas la précarité économique chronique dont souffre le précariat, eh bien, nous n'en sommes qu'au début. Nous allons voir émerger de plus en plus de Donald Trump. Et moi, j'espère bien nous préserver de ça. Je pense que le revenu de base universel, ce n'est pas la panacée, mais ça devrait être un instrument qui participe à une nouvelle structure, un nouveau système redistributif, plus adapté à l'économie moderne et plus adapté à la société du XXIe siècle. Merci beaucoup. Merci, Guy. Si vous me le permettez, on entend également ce discours de la 4e révolution industrielle et la destruction massive des emplois. C'est peut-être une nouvelle raison pour laquelle on entend parler de ce revenu de base universel. Alors, Thijs, vous êtes entrepreneur dans les nouvelles technologies. Que pensez-vous de ces ruptures, cette destruction d'emplois et cette 4e révolution industrielle? Merci. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que je souscris à 100% à tout ce que Guy vient de dire, mais j'aurais également une autre raison à apporter au débat sur le revenu de base universel. Eh bien, c'est la question de l'automatisation et le rôle croissant de la technologie dans le monde du travail. Alors, mon point de vue, c'est qu'il faut parler aujourd'hui du revenu de base universel. On doit en parler. On doit réfléchir à la façon dont on peut le mettre en œuvre progressivement. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est inévitable. Nous avons besoin d'un nouveau système de redistribution. Alors, moi, je suis à l'intérieur de la machine. Moi, je suis l'entrepreneur du numérique qui est censé créer des emplois. Les politiques me saluent pour cela parce que je crée des nouveaux emplois de forte valeur. Mais moi, mon rôle, moi, je me rends compte que je ne suis pas seulement créateur d'emplois, mais je suis aussi destructeur d'emplois. Et tous les emplois que j'ai créés chez Vivino ou dans les autres entreprises où j'ai travaillé, eh bien, ça entraîne également la destruction de 5 ou 10 anciens emplois. Et c'est là-dessus qu'est fondée la technologie aujourd'hui. Et il faut s'en rendre compte. Et par le passé, l'automatisation concernait les tâches répétitives, le travail manuel. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce qu'on automatise, ce sont des compétences cognitives, analytiques et des tâches non répétitives. Des tâches qui, aujourd'hui, sont considérées comme compliquées. Relations clients, gestion de patrimoine, réparation mécanique des camions pour éviter les accidents comme celui que vous avez eu ce matin. Ce type d'emplois sont des emplois compliqués qui n'ont jamais été soumis à l'automatisation. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle ère de l'automatisation qui n'a plus rien à voir avec le passé. Le nouveau facteur aujourd'hui, c'est la rapidité. Tout ceci se produit bien plus vite qu'on ne le pense, qu'on ne s'en rend compte. Et moi, je le vois de l'intérieur. Et donc, pour moi, c'est pour cette raison-là qu'il faut qu'on réfléchisse au revenu de base universel. Dans notre monde, aujourd'hui et à l'avenir, il y aura beaucoup de citoyens qui ne seront pas seulement au chômage, mais qui n'auront jamais aucune perspective d'emploi. Lorsque Donald Trump parle de ramener les emplois aux États-Unis,
ils surfent sur la vague de la relocalisation des emplois manuels. Mais ce n'est pas la même chose que la création d'emplois. Avant, lorsque vous créiez une entreprise, vous aviez besoin d'un immense parking pour que tous les salariés puissent venir travailler en voiture. Aujourd'hui, vous avez un immense parking, mais avec des panneaux solaires pour alimenter les machines qui fonctionnent dans votre usine. Et c'est comme cela que la nouvelle industrialisation va se passer aux États-Unis, et ce n'est pas cela qui va créer des emplois. Merci. Alors, nous avons plusieurs questions du public. Une question philosophique. Si le revenu de base universel devient la réalité, comment garantir que les emplois seront fondés sur l'éducation et comment défendre l'éducation pour s'épanouir dans la vie? Bon, Bill, de votre côté, vous n'êtes pas d'accord avec TACE, vous n'êtes pas d'accord avec les entrepreneurs nouvelles technologies de Silicon Valley qui, selon vos mots, sont trop arrogants. Donc, que pensez-vous du revenu de base universel? Et que pensez-vous du diagnostic qui vient d'être fait de cette quatrième révolution industrielle? Alors, nous avons déjà eu beaucoup de phases d'automatisation avec une grande diversité de compétences. Aux États-Unis, il y a eu la phase d'automatisation en 1990, lorsque nous sommes débarrassés de ce qu'on appelait les secrétaires. Aujourd'hui, il s'agit de gestionnaires informatiques. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas payés. Donc, nous avons remplacé 20 femmes par 2 femmes qui sont très bien formées au numérique, qui savent tout faire sur l'ordinateur, qui maîtrisent l'informatique. On ne les paye pas 10 fois plus que les précédentes. On ne les paye même pas 5 fois plus ou 2 fois plus. On les paye pratiquement autant. Et c'est ce problème-là qui crée la montée de Donald Trump. C'est qu'on ne partage pas avec les travailleurs les améliorations de productivité. Et le travail n'a même pas été redéfini. Ces femmes dans nos bureaux, nous ne pensons pas qu'elles sont des expertes en informatique. On pense toujours qu'elles sont des secrétaires ou des assistantes administratives. Mais en vrai, ce sont des spécialistes de l'informatique, même si on ne s'en rend pas compte. Et ce que dit la Silicon Valley, vous avez Amazon qui a un livreur qui est 10 fois plus productif que votre commerçant, eh bien, Amazon considère que c'est un poste très peu qualifié, qu'il n'a pas besoin d'être payé 3 fois plus ou 5 fois plus. Donc, notre problème, c'est la perception qu'on a du travailleur et de sa productivité. Il faut récompenser la productivité de la personne qui travaille. Et si on n'a pas ce lien entre la productivité et le travail, eh bien, on va se retrouver avec ce qui se passait au début du XXe siècle. On va tous être remplacés par des robots. Alors, nous avons eu des problèmes aux États-Unis. Il y a eu une phase de sous-consommation, ce qui a entraîné une récession. Si les travailleurs ne voient pas leur productivité rémunérée, alors ça entraîne la récession. Donc, il faut que le travail soit rémunéré à hauteur des gains de productivité. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin du revenu de base universel. On a besoin d'un revenu de base universel, c'est parce que les systèmes en place sont bien trop compliqués pour le monde actuel. On ne peut pas bien faire la différence entre les personnes méritantes et les personnes non méritantes. Aux États-Unis, lorsque nous avons eu la marée noire dans le golfe du Mexique, il a fallu déterminer qui bénéficiait d'allocations parce que leur emploi avait été détruit par la marée noire, parce qu'on n'avait pas de catégorie pour cela. Au Royaume-Uni, peut-être que les commerçants qui travaillent dans les magasins ou dans les bars devront bénéficier d'une indemnité parce qu'il va falloir attendre un certain temps que les clients reviennent dans les magasins. Il y a beaucoup de phénomènes, la montée des eaux, le réchauffement climatique, les tornades, les ouragans, tout ceci crée des situations que nous n'avions pas anticipées, qui ne rentrent pas dans les cases du système social et de protection sociale existant. C'est pourquoi nous avons besoin d'un système de protection sociale qui promet un revenu aux travailleurs, qui leur permet d'anticiper et de se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, les travailleurs
sont dans une position trop précaire concernant leurs revenus. C'est le cas dans tous les pays de l'OCDE. Donc, il faut un revenu de base universel pour injecter davantage de certitude dans la vie des travailleurs, pour qu'ils puissent faire des décisions d'investissement, pour qu'ils puissent déménager, pour qu'ils puissent changer de lieu, pour aller chercher un emploi ailleurs. On a besoin d'avoir un réel pacte social entre tous les acteurs, parce qu'on ne sait pas qui seront les gagnants, qui seront les perdants à l'avenir. On ne sait pas ce qui va causer, quel est le phénomène qui va causer les gagnants et les perdants. Et avec l'austérité qui existe aujourd'hui, eh bien, les politiques sont réticents à se lancer dans cette voie parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils ont eu tort. Alors qu'on sait qu'il y a aujourd'hui une solution, personne ne veut se noyer. Si vous voulez du fascisme, si vous voulez Donald Trump, continuez à refuser aux travailleurs d'avoir les moyens d'existence nécessaires. C'est pourquoi nous avons besoin d'un revenu de base universel, parce qu'il y a tant de problèmes que nous n'avions pas anticipés. On pensait que les politiques seraient en mesure d'anticiper tous les problèmes qui surviendraient, mais cela n'a pas été le cas. Donc on a besoin d'un revenu de base universel. Mais on a aussi besoin des syndicats qui vont courir derrière ces nouvelles entreprises, qui vont dire « moi, c'est moi qui décide ce que je vous paye, je peux vous payer 2 $ par heure, je peux vous affamer parce que si vous ne prenez pas cet emploi, il y en a 10 autres comme vous derrière. » Oui, Tace, une réaction rapide avant de donner la parole à Ken. Oui, je ne vois pas comment vous pouvez tout simplement faire abstraction des politiques de l'offre et de la demande. C'est vrai que les emplois aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a 50 ans, mais il ne faut pas les payer 20 fois plus, et moi je ne vais pas les payer 20 fois plus, surtout pas lorsque j'ai 5 millions de personnes dans les couloirs qui toquent à ma porte et qui veulent cet emploi. Donc je pense que ce n'est pas juste de travailler, de considérer que c'est nécessaire pour les travailleurs, le revenu de base universel. Non, c'est nécessaire pour les êtres humains, pour tous les citoyens, pour tous les individus, quel que soit leur statut. Alors, c'est vrai que les travailleurs ont un rôle à jouer, mais ce qu'il faut faire, c'est imposer 10 fois plus les bénéfices de nos sociétés et de sociétés comme la mienne, d'entreprises comme la mienne, parce qu'imposer le revenu, c'est imposer des cacahuètes. La productivité, les gains de productivité et les bénéfices sont dans les entreprises. Ce sont les entreprises qu'il faut taxer. Oui, Walter Root, président des entreprises automobiles, lorsqu'il y avait du syndicat des entreprises automobiles, lors de l'automatisation sous Ford, il disait « Ah, je suis sûr que ça vous embête de ne pas avoir des robots qui payent leurs frais d'adhésion au syndicat. » Et nous, ce qu'on disait, c'était non, c'est pas ça qui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, c'est que ces robots n'ont pas de salaire, ils ne pourront pas acheter les voitures que vous produisez. Oui, alors, vous pensez que le revenu de base universel, Ken, ce n'est pas une question de politique de droite ou de gauche. Alors oui, je pense que lorsqu'on parle du revenu de base universel, ce qu'il faut se poser comme question, c'est à quel problème le revenu de base est-il la solution? Je pense qu'il faut s'attaquer aux problèmes concrets plutôt qu'aux craintes abstraites. Et je vais intervenir très rapidement sur ce qu'on a entendu sur la révolution technologique, l'avenir du monde du travail. Alors c'est vrai que la technologie a déjà par le passé et à l'avenir de façon accélérée aura un impact sur l'emploi. Ça va détruire des emplois, en créer d'autres, mais je pense que c'est une erreur que de se concentrer exclusivement sur l'analyse d'un équilibre partiel et de se situer dans un seul secteur économique plutôt que de regarder l'équilibre économique général et l'adaptation de ce modèle. Le revenu de base universel, c'est une bonne politique pour les revenus. C'est dans ce contexte-là qu'il faut y réfléchir plutôt que de penser aux craintes sur l'avenir du travail. Mais est-ce que c'est une bonne politique de revenus? Eh bien, je pense que oui, parce qu'il y a la possibilité de répondre à une tendance qu'on observe de plus en plus dans les sociétés occidentales. Ces sociétés sont de plus en plus diverses socialement, ethniquement, et
Que sait-on de l'impact de la diversité sur le soutien politique à la politique de redistribution des revenus? Eh bien, notre expérience des 50 dernières années est assez préoccupante. Si on parle de la politique des revenus, c'est ce qu'on fait depuis 50 ans, eh bien, pratiquement immédiatement, on commence à parler de ceux qui méritent, de ceux qui sont méritants, qui ont droit. Est-ce qu'ils ont droit à l'assistance? Est-ce qu'ils méritent une aide publique? Et cette réflexion autour de qui est méritant et qui ne l'est pas, souvent s'élargit à des discussions sur l'appartenance ethnique ou l'appartenance sociale. Et on voit que les convictions sur le caractère méritant ou non des individus est liée souvent à leur appartenance ethnique ou sociale. Et on voit que c'est exacerbé par le fait que les politiques de revenus aujourd'hui sont ciblées. Si on sort de ce schéma, si on a un revenu de base universel, il n'y a plus ce ciblage et on n'a plus besoin de parler de qui est méritant et de qui ne l'est pas. Et donc ceci ouvre un nouveau champ des possibles, alors pas encore la réalité concrète, mais au moins on peut réfléchir à des nouvelles coalitions politiques pour une nouvelle politique d'aide aux revenus. Merci. Je vous propose de parler maintenant des expériences concrètes qui existent en Finlande, notamment. Marjuka, est-ce que vous pouvez nous parler de cette spécificité de l'expérience finlandaise? D'abord, je pourrais dire que c'est une très bonne chose de faire des expériences, que ça se passe en Finlande ou ailleurs. Notre gouvernement a souhaité faire d'autres expériences que celle du revenu de base. Donc, ce n'est qu'une des mesures que nous envisageons pour renouveler le système de protection sociale. Pourquoi est-ce que c'est bon de faire cette expérience? Parce que avant, nous n'avions pas d'informations sur ce type de mécanisme de revenu universel. Est-ce que c'est une bonne chose ou non? Donc, on va s'informer là-dessus. Nous pensons par ailleurs que ça nous permettra d'avoir beaucoup d'informations qui nous permettront de revoir notre système de protection sociale. Alors, en quoi est-ce que cette expérience est unique? Eh bien, elle s'applique sur l'ensemble du territoire. Nous sommes un petit pays. Il a été possible de le faire, donc, et cette expérience est obligatoire. Donc, on n'a pas le choix de savoir si, oui ou non, on peut bénéficier de cette politique dont les résultats seront plus fiables. On ne demande pas est-ce que vous souhaitez faire partie de l'expérience ou non. On a fait une annonce, on a annoncé à nos citoyens que cette expérience s'appliquait de manière générale. Donc les résultats seront plus fiables. Cela se fonde également sur un texte législatif. Ça a été adopté par notre Parlement. La commission constitutionnelle du Parlement a dit que ce n'était pas contraire à la Constitution de faire ce genre d'expérience. Donc, c'est ce qui distingue cette expérience des autres. Mais comme je l'avais dit, il est très important de faire l'expérience de ce type de mécanisme dans tous les pays, si possible, parce que ça donne énormément d'informations sur les conséquences de cette expérience. Alors que le gouvernement est un gouvernement de centre-droite et les principaux promoteurs étaient un millionnaire, et c'était le Premier ministre. Quand on regarde l'opinion publique, on voit que dans certains pays, que l'on les range en fonction de leur point de vue de droite ou de gauche, dans certains pays, on voit que dans certains pays, on est très attiré par le revenu universel parce que ça simplifie le système de protection sociale, ça réduit la bureaucratie et cela donne la possibilité aux gens d'assumer les responsabilités. Cela dit, dans des pays comme les États-Unis, quand on regarde les mêmes données, le revenu universel est considéré comme une politique de gauche. Il n'y a pratiquement aucun soutien de la part des républicains ou même des indépendants en faveur du revenu universel.
Donc il y a beaucoup de diversité d'un pays à l'autre dans ce qui concerne la mesure dans laquelle il est possible de trouver de nouvelles coalitions politiques. Alors, Guy, vous avez participé à de nombreuses expériences pilotes dans les pays développés, dans les pays en développement. Quels sont les principaux enseignements que vous pouvez tirer de ces expériences pilotes? Vous habitez en Suisse encore. Quel est votre avis à propos du résultat de cette votation en Suisse? Pourquoi est-ce que ça a été rejeté? Oui, merci. Si vous connaissez un peu la politique suisse, vous savez qu'il y a un système de référendum. Il faut 100 000 signatures qui doivent être validées avant qu'une votation soit organisée. Et le groupe qui a été constitué était des amateurs sans argent, c'était des jeunes enthousiastes qui voulaient promouvoir le revenu de base universel. Et j'étais de loin le plus vieux dans l'équipe. Ils ont réussi à obtenir 141 000 signatures, ce qui était déjà remarquable. Et on avait de bons résultats dans ce référendum. J'ai parlé dans l'occasion de grandes conférences, beaucoup plus grandes qu'aujourd'hui. Et donc tout se passait bien. Et tout d'un coup, il y a un idiot, ce n'est pas un de vos amis, qui est arrivé à la télévision et qui a dit de combien il faudrait-il que ce revenu universel soit... Personne n'était autorisé à citer un chiffre. Et ce que j'ai dit dans mon livre, c'est que le montant doit être déterminé par le Parlement en fonction des ressources budgétaires, etc. Mais ce type a dit que ça devait être de 2500 francs suisses par mois. Et à ce moment-là, nos sondages ont plongé. Mais je dois dire que je suis extrêmement fier. Sans doute, est-ce peu justifié. Mais je suis très fier parce que les deux villes dans lesquelles j'ai fait campagne, Genève, 35%, et Zurich, au centre de Zurich, 54%, malgré cette catastrophe de la communication. Et tout le monde a dit les Suisses sont contre un revenu de 2500 francs suisses. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agissait dans ce référendum. Mais avant de nous égarer dans cette situation aussi, je voudrais parler des expériences pilotes en général. Et ensuite, nous reviendrons à l'expérience finlandaise. Oui, j'ai donné quelques conseils au gouvernement finlandais. Ce n'est pas vraiment un revenu universel. Ce n'est payé qu'aux chômeurs. Mais, donc, c'est 2 000 aux chômeurs. Ce que ça va montrer, c'est des conclusions intéressantes sur l'opportunité d'obliger les gens à prouver qu'ils recherchent un emploi. Et ça, c'est un aspect très important du débat. Les systèmes actuels d'assistance sociale sous condition de revenu impliquent nécessairement la création de pièges à pauvreté énormes. Quand on reçoit une prestation et que ensuite on obtient un emploi mal payé, on a confronté à un taux d'imposition marginale de près de 80%. D'ailleurs, l'estimation en Finlande, c'est 100%, plus de 85% en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne. Même le gouvernement reconnaît que ça représente 80%. Aucun travailleur de classe moyenne pourrait accepter cela sans réagir. Mais on s'attend à ce que le précariat soit confronté à un piège à la pauvreté, un tape à la pauvreté. Mais ça va même plus loin. Est-ce que vous pensez que vous recevrez les prestations dès le lendemain de la date à laquelle vous perdez un emploi? Bien sûr que non. Il y a des millions de gens qui attendent des mois avant de recevoir des prestations de chômage. Et ça, pour moi, c'est très choquant. C'est la conséquence choquante du système actuel. Quand on pense aux autres solutions, il s'agit d'autres solutions par rapport au système actuel. Alors maintenant, les expériences pilotes. J'ai participé à un certain nombre d'expériences pilotes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai l'air plus vieux que je ne suis, c'est à cause de ça. Je suis une personne
ne peut penser que l'on peut ressortir sans dommage d'une expérience pilote. La meilleure expérience, c'était en Inde. Nous avons fourni à 6 000 personnes un revenu de base pendant près de 2 ans, payé individuellement aux hommes, aux femmes et aux enfants. Et les résultats sont assez semblables à ce qui s'est passé en Afrique, où nous avions fait ce genre d'expérience. En fait, il y a amélioration du bien-être, amélioration de la nutrition, de la santé, de l'éducation, des résultats scolaires, amélioration de l'équité, les femmes, les personnes en situation de handicap, les plus fragiles bénéficient plus que les autres, amélioration de l'activité économique, les gens qui reçoivent une sécurité de revenus universels travaillent plus, sont plus productifs. Et quatrième résultat qui est le plus important, c'est que la valeur émancipatrice du revenu de base est plus importante que la valeur financière. Et je vous laisse sur cet résultat intrigant, mais les arguments vont dans cette direction, c'est ce qui est dit dans mon ouvrage. On n'a plus beaucoup de temps, mais je voudrais que l'on s'attaque à la question fondamentale. Est-ce que les revenus universels augmentent ou réduisent l'incitation au travail? Je sais que c'est trop tôt, vous ne pouvez pas encore tirer les leçons de l'expérience, mais qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons eu des réactions des bénéficiaires. Ceux qui avaient des problèmes, qui avaient un emploi à temps partiel, qui avaient dû fournir des formulaires et qui ne savaient pas combien ils recevraient et d'où viendrait cet argent, et ceux qui souhaitent obtenir un emploi, c'est de travailler. Pour ces gens-là, c'est un mécanisme qui est positif. Ils apprécient beaucoup ce système. Le résultat est très positif et ils peuvent maintenant recommencer à travailler, à vivre. Et ils retrouvent leur dignité et leur place dans la cité. Mais ce revenu ne doit pas être fourni à tout le monde. Il y a d'autres qui ne veulent pas travailler, qui ont besoin de soins de santé mentale, par exemple. Il faut trouver le moyen de soutenir tous ces différents groupes de la population. Il y a une question sur l'incitation à la formation, à l'éducation. Le revenu universel ne réduit pas les encouragements, l'incitation à obtenir une éducation, une formation. Nous avons fait une expérience très importante aux États-Unis de revenus garantis par le biais d'allégements fiscaux. Et on insistait de manière excessive sur la recherche de l'emploi. Ça fonctionnait plutôt comme une sorte de loterie. Il y avait une obligation d'accompagnement, mais ce qui était plus important, c'était l'incitation fiscale. La complexité du système actuel, pour revenir à ce que disait Guy, eh bien, aux États-Unis, il y a des entreprises qui recherchent les travailleurs qui ont une assurance chômage. Des entreprises qui recrutent ces gens-là pour être certains qu'ils ne vont pas recevoir des prestations sociales. Les gens qui demandent des prestations pour invalidité qui ne reçoivent plus d'emploi. Tout ça en raison des délais. Si vous recevez une prestation de chômage alors que vous n'y avez pas droit,
ils prennent leur chèque de chômage 2 semaines avant d'avoir un autre emploi. Donc même dans une expérience, c'est difficile de bien comprendre tous les changements que ça pourrait entraîner. Beaucoup de gens qui pensent que nous ne pouvons pas imposer aux États-Unis un revenu suffisant pour compenser les prestations que l'on reçoit. C'est la raison pour laquelle on rejette ce système, parce qu'elles préfèrent un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et ils ne veulent pas prendre un pari par rapport à ce qu'ils reçoivent actuellement. Nous avons le temps pour entendre une question. Je sais que c'est très frustrant. Une seule question. Oui, je me demandais. J'étais intéressé parce que vous avez dit à propos des secrétaires, plus que 2 au lieu de 20, on parle de l'hypothèse que c'était des femmes. Tout à l'heure, on parlait de l'égalité entre les femmes et les hommes. Du point de vue de la justice sociale, est-ce que vous pensez que le revenu universel va répondre au problème d'égalité homme-femme, ou bien est-ce que ça va au contraire réduire la pression en faveur de l'égalité homme-femme? Merci pour cette question. Je suis persuadé que le revenu universel constituerait un instrument très puissant de politique féministe pour améliorer la situation des femmes. Ce n'est pas une panacée, on le sait. Dans nos expériences pilotes en Afrique, en Inde, on a inclus les questions qui s'adressaient séparément aux hommes et aux femmes. On leur demandait qui bénéficiait le plus de ces revenus universels, d'après eux. Et les hommes comme les femmes, on répondait les femmes. La valeur émancipatrice pourrait être illustrée par une petite anecdote, si vous me permettez. Dans un village indien, au début, toutes les jeunes femmes portaient le voile. Après 9 mois, je me suis rendu à nouveau dans ce village et j'ai dit à un de mes collègues indiens, « Est-ce que vous avez remarqué, il y a eu un changement ?» Il m'a dit non. Bien, les femmes ne portent plus le voile. On a interrogé ces femmes et il y en a une qui nous a dit, vous savez, avant, il fallait faire ce que nous disaient les vieux. Maintenant qu'on a un peu d'argent pour nous, eh bien, c'est nous qui décidons pour nous-mêmes. Ça, c'est ça l'émancipation. Nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Je voudrais remercier les membres du panel et merci au public. Mais j'aurais une dernière question. Je demanderai 2 mots à chacun d'entre vous. Au début, nous sommes demandé si le débat actuel était un débat de pure actualité lié à l'angoisse de la population qui a peur de perdre son emploi, bien est-ce que c'est une idée qui devrait rester? Mayuka, j'espère que ce débat va rester, que ça va aboutir à un renouvellement des systèmes de protection sociale. Je pense que cela correspond à une tendance actuelle du marché du travail, mais cette tendance risque de ne pas disparaître. Donc je pense que c'est un débat qui sera encore valable dans 20 ans. Bill, l'incertitude ne fait qu'augmenter. L'idée, c'est de réduire les risques pour les travailleurs qui assument la totalité des risques dans nos sociétés. Et il faut essayer de trouver le moyen d'atténuer ce risque pour les travailleurs. Thijs, je crois que les deux sont vrais. Il y a une bonne raison de penser au revenu universel, même sans automatisation. Pour moi, l'automatisation rend cela indispensable. Je pense que l'on va, à l'avenir, finalement débloquer un potentiel énorme. C'est une sorte de
révolution culturelle. Vous parlez des bénéficiaires en tant que clients. C'est une mentalité tout à fait formidable. Donc c'est inévitable. Ce n'est pas simplement une question d'actualité. Ça va se produire. Merci. Guy, j'ai dit que vous auriez le dernier mot. Ça ferait 2 derniers mots seulement. Je termine mon ouvrage en citant Thomas Paine. Dans un document remarquable, en 1795, il dit « C'est le temps qui détermine si une idée est adoptée ou non. Ce n'est pas la raison. » Je pense que le temps approche et on va bientôt considérer que c'est une bonne chose pour l'ensemble de la société. Merci. Merci à tous. Je vous souhaite un forum très stimulant.